Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique. On a chez nous ici à CPL Télévision des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines et sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour donner son point de vue. Vous le savez, le métier de journalisme pose énormément de problèmes à Kinshasa, entre le journaliste pro-ceci ou pro-cela. Le journaliste est des combats, les journalistes est d'opposition de la majorité. Où va exactement le métier à l'heure où on se prépare pour un autre congrès de l'Union nationale près de la presse du Congo? Ce soir, je vous propose de faire donc un gros plan dans l'exercice de ce métier de journaliste. On revient également sur ce carnage à la prison centrale de Makala, les décisions prises. Japon, qui a d'autres prisonniers qui ont été déportés déjà hier dans la soirée et même ce matin. On revient sur ces carnages. On parlera également du dialogue prôné par le président Martin Fayulu Madidi, président donc de son parti politique SID. Faut-il aller au dialogue? Y a-t-il d'autres voies pour ramener à la cohésion nationale et à l'unité du pays? Ce soir, un invité, c'est un confrère qui lui aussi se retrouve en exil. C'est donc avec lui qu'on va faire cette émission. C'est Monsieur Merveille Bayelengue. Monsieur Bayelengue, bonjour. Bonjour Perrault, bonjour à tous les téléspectateurs de CPL TV que je retrouve encore après tant d'années. Je me rappelle encore de l'époque à Bangalungwa. Quand vous veniez me déposer les convocations et quand vous veniez passer à l'émission, vous me déposiez les convocations. Je rappelle... Les convocations, les invitations, les passages de Perrault à la commission des disciplines. Je rappelle que M. Bayelengue était donc porte-parole ou plutôt rapporteur de la commission des disciplines. Cette commission qui a tablé sur mon cas et qui a décidé de ma radiation. On parlera d'ailleurs de tous ces dossiers-là et de la presse. Bayelengue est donc en Belgique, en exil. M. Bayelengue, vous êtes en Belgique pour des raisons de sécurité. Aux dernières nouvelles, on apprend que vous également, vous êtes de la liste de ces gens que le régime a poussé en exil. Mais je regardais sur les réseaux sociaux, d'ailleurs en préparant cette émission, la plupart des personnes vous accusent d'être plutôt un réfugié alimentaire, que vous n'êtes pas en danger au Congo, que vous n'avez pas de problème, vous ne représentez aucune menace pour M. Tshisekedi et son régime. Dites-nous pourquoi vous êtes en exil. Qu'est-ce qui vous amène à sortir de votre pays, à se retrouver en Belgique en exil? Non, mais Perrault Louara, il faut comprendre le langage de nos amis de l'UDPS, de nos amis qui se disent du pouvoir aujourd'hui. Vous êtes sans ignorer que pendant la campagne électorale de 2023, j'ai été le responsable de la communication numérique du candidat président de la République, Matata Ponyo. Et M. Matata Ponyo, vous êtes sans ignorer qu'il avait désisté en faveur de M. Moïse Katumbi. Ce qui signifie que j'ai battu campagne pour les challengeurs de M. Félix Tshisekedi. Et au-delà de ça, moi, je suis journaliste, analyste politique. Ceux qui ont l'habitude de suivre les médias au pays savent que chaque samedi, nous étions sur des grands plateaux de télévision comme Club 50 et autres. Alors, je demande à ces gens-là de regarder, de suivre mon compte X, d'aller sur tous les médias sociaux, premièrement pour comprendre que ce que nous faisons dérange réellement le régime en place. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, est-ce que les services viendront dire à ces gens-là ouvertement que nous avons un mandat contre Irène Bayelengue? Non, mais c'est ça le problème. Il n'y a aucun avis de recherche, aucune convocation, aucun mandat contre vous. Vous avez décidé de partir pour des raisons alimentaires, pour des raisons économiques. C'est ce que les gens disent, hein, les détracteurs, vos détracteurs. Écoutez, Perrault Louara, moi à Kinshasa, en tout cas, j'étais parmi
les grands journalistes ici, il faut que je les dise ainsi, j'ai gagné bien ma vie, donc là n'est pas le débat. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle qu'au Congo-Kinshasa, il n'y a plus la liberté de la presse. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à travers ses services, donc l'ANR et la DENIA, traque toute personne qui parle en mal de ce régime. Que vous soyez leader d'opinion ou pas, lorsque ce que vous racontez dérange son pouvoir, il va vous traquer. Nous avons vu par exemple avec le cas du président Seth Kikouni. On arrête le président Seth Kikouni, on prend avec lui ses deux compagnons qui ne sont pas connus du grand public, simplement parce qu'ils ont travaillé avec Seth Kikouni. Et moi, vous le savez, que j'étais aux côtés de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui était l'adversaire direct du président Tshisekedi. Il y avait un procès en cours contre lui parce qu'on lui mettait la pression qu'il rejoigne l'Union sacrée. Il a refusé. Alors, il fallait le traquer. Et moi, en tant que son chargé de communication numérique, n'oubliez pas que j'avais presque l'exclusivité de toutes ces positions. Ce qui signifie que mon compte X à moi était suivi à la lettre par les services. Nous avons fait Kindu avec lui. Souvenez-vous, pendant la campagne électorale, on nous a tiré dessus. À Kindu, au Manième, à l'époque, il y avait le gouverneur Idrissa Mangala qui était là, qui était l'adversaire, qui attaquait directement M. Matata Ponyo. Et moi, la grande partie de mon temps pendant cette période, je l'ai passé à Kindu. On nous a tiré à bout portant à Kindu. Il y a eu même le responsable de la jeunesse d'ensemble qui est mort là-bas à Kindu. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand vous êtes sur les médias sociaux, regardez les insultes, regardez les menaces de mort. Je ne veux même pas vous parler de la visite que j'ai reçue des services avant que je ne parte au pays. Pour la petite histoire, je vais vous la raconter. J'étais à Kindu à la veille de la publication des élections avec le président Matata Ponyo. Il fallait qu'on revienne à Kinshasa d'urgence pour une réunion. Je crois que c'était, si je ne me trompe pas, à une semaine de la publication des résultats. Nous avons pris les jets privés avec le président Matata Ponyo. Nous sommes revenus à Kinshasa. Il fallait qu'on fasse 2 jours et rentrer encore à Kindu. Il est parti chez lui, je suis parti chez moi. Arrivé chez moi le matin, à l'époque chez moi c'était en face du lycée Kabambari de Kinshasa. Je suis sorti, je suis allé le matin pour acheter les mégas à Kinshasa. À mon retour, je me rappelle bien, c'était le 23 décembre. Il y avait un véhicule des services qui faisait les tours, des services de renseignement qui faisaient les tours dans mon quartier. Ce jour-là, moi, j'ai été pris, sans mandat, sans rien. On m'a fait faire le tour, j'ai bien dit le tour du centre-ville, avec mes différentes publications pour me dire qu'est-ce que vous voulez dire par ici, qu'est-ce que vous voulez dire par là. On m'a sorti même mes interventions sur Club 50 avec le président Jean-Marie Kassamba pour me dire, voilà, ici, vous ne savez pas que c'est le président de la République. Quand vous dites ça, on peut vous faire disparaître aujourd'hui. Personne ne saura où vous êtes parce que en ce moment-ci, personne ne sait où vous êtes. Je suis sorti du pays de manière catastrophique. Certains disent, je vois beaucoup raconter que je suis arrivé ici, j'ai pris un visa de la Belgique, j'ai quitté Njili pour l'Europe directement, mais ils se trompent. Toi, tu connais très bien l'histoire, je ne vais pas en parler ici. Comment moi j'ai quitté la RDC. Je peux confirmer que ce n'est pas par Kinshasa que vous êtes venu par la Belgique. Mais Baileng, vous racontez si bien votre histoire. Et ce n'est pas ça le problème. Vous étiez, ou vous êtes encore, journaliste, rapporteur de la commission des disciplines de l'Union nationale de la presse du Congo.
Mais vous vous faites nommer, comment ça s'appelle, chargé de communication d'un homme politique. Est-ce qu'un journaliste peut-il œuvrer, servir comme chargé de communication d'un homme politique? Dès lors que vous prenez des engagements et que vous décidez de communiquer pour Matata, sur le plan de la déontologie, sur le plan de l'éthique, vous n'êtes plus des journalistes. Le problème des médias, est-ce que ce n'est pas cette dérive que vous reconnaissez ici, de vous, journalistes, dont on sait que vous êtes proche de tel, dont on sait que vous communiquez pour tel? Est-ce que c'est pas ça qu'on dit être des brebis galeuses? Vous n'êtes pas maître dans la farde de ces brebis galeuses qui détruisent le métier. Je vais vous expliquer, cher Perrault Louara. Moi, je suis un journaliste très, très bien formé. J'ai un DA, un diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication à l'IFACIC. Donc, je vais bien vous expliquer. J'ai eu un contrat de consultance avec le candidat président de la République, Matata Ponyo, pendant une période bien définie. Ça veut dire pendant 3 mois, à partir du mois d'octobre, si je ne me trompe pas, d'octobre, novembre, décembre et janvier. Pendant cette période-là. Et il est vrai que lorsqu'on est subordonné à un acteur politique ou à un politique, on cesse d'être journaliste. Je suis tout à fait d'accord parce que j'ai... Donc vous n'étiez plus journaliste. Ce n'est pas les journalistes qui avaient été attaqués, mais c'était un homme politique. C'est l'homme qui travaille dans la politique qui a été attaqué. Je suis en train de vous expliquer, Perrault Louara. Il n'est pas interdit à un journaliste de faire de la communication politique. Et pendant cette période-là, vous cessez d'exercer. Donc pendant cette période-là, je n'exerçais pas, je n'exerçais dans aucun média. Quand je faisais mes interventions dans les médias, c'était comme analyste politique. Mais dès lors que cette période a pris fin, je recouvre automatiquement ma qualité de journaliste. Mais là n'est pas le problème. Que vous soyez journaliste ou que vous soyez subordonné à un acteur politique, lorsqu'on vous traque parce que vous avez donné votre opinion ou parce que vous avez fait la communication d'un acteur politique, ce sont des actes à condamner. C'est ce qu'on appelle de la dictature. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, même les journalistes qui ne sont pas subordonnés à des acteurs politiques, lorsqu'ils prennent une position face à l'actualité, et si c'est contre le régime en place, on va les traquer. Mais toi et moi, et ceux qui nous suivent sont sans ignorer qu'il n'y a pas de neutralité en journalisme, Perrault Louara. C'est ce que moi j'ai appris à l'université. C'est même pour ça qu'on parle de la ligne éditoriale. Même en France, même aux États-Unis, partout, même ici en Belgique, chaque média a sa couleur. Il y a toujours une dose de subjectivité en nous. Et c'est ce que le pouvoir ne sait pas en fait comprendre. Et ce sont des choses que moi personnellement je dénonce. Je dénonce et ce sont des choses qui nous poussent aujourd'hui à être en dehors de la République démocratique du Congo et jusqu'à aujourd'hui nous sommes menacés. Même de là où nous sommes ici, il y a des gens qui nous donnent nos positions, qui nous traquent simplement parce que nous ne parlons pas le même langage avec les régimes Tshisekedi. Mais cela ne va pas nous décourager parce que nous avons compris que seule la lutte libère. Che Guevara disait, je l'ai dit tout récemment, que celui qui n'a pas le courage de se révolter n'a pas le droit de se lamenter. Moi, je ne vais pas faire. Les gens là qui se plaignent, qui restent sans rien faire, alors que nous avons quelqu'un qui est en train de nous brimer, quelqu'un qui est en train de marcher sur nos libertés. Regardez ce qui s'est passé. Non mais attendez. Quand vous dites que vous n'allez pas vous laisser faire et que la lutte continue, là c'est le journaliste qui parle ou c'est les militants qui parlent? Dans quelle casquette œuvrez-vous actuellement? Vous vous sentez journaliste ou vous vous sentez politicien? Quelle est la casquette que vous arborez quand vous dites « nous allons continuer la lutte » Che Guevara a dit. Je ne sens rien de journalisme dans la personne qui me parle, je sens plutôt un militant d'un parti politique. Je ne suis affilié à aucun parti politique et en communication, pour ceux qui ont fait de la communication, ils doivent savoir qu'il existe ce qu'on appelle le contexte.
Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où Baëlenge est parti du pays. Il a quitté le pays parce qu'il est attaqué injustement et il se défend. J'ai tout simplement adapté, j'ai bien dit, j'ai tout simplement adapté le journalisme, ce qui n'est pas interdit dans un cas où tu es dans, ça c'est ce qu'on peut appeler de la légitime défense. Adapter, c'est-à-dire faire une fixation contre M. Tshisekedi, attaquer les positions de Tshisekedi sans confronter les sources, sans donner la parole à ceux de Tshisekedi. On connaît vos positions. Quand on vous lit, quand on vous voit, on a affaire à un opposant et non pas à un journaliste. C'est ça l'adaptation du nouveau journalisme que vous avez créé. En ce moment-ci, je ne sais pas si on doit parler de la fixation dans le contexte du code de déontologie ou de la fixation face à quelqu'un qui est en train de tuer son peuple. Moi, ici, en tout cas, j'aimerais bien qu'on sorte un peu dans le contexte du code d'éthique et de déontologie. Ici, non, je suis en train de vous parler... On n'est plus journaliste. Reconnaissez que vous n'êtes plus des journalistes. C'est ça mon problème. Voilà. Vous êtes des brebis galeuses qui se retrouvent dans les métiers du journalisme, mais vous ne voulez pas prendre vos vraies casquettes en disant, bon, écoutez, je le suis... Comment on peut sortir du cadre de l'éthique et de la déontologie alors qu'on est journaliste? C'est ça même la boussole du métier du journalisme. C'est ça le problème avec vous, Baëlenge. Perol Ouara, on est journaliste à vie. Mais il y a des circonstances, comme par exemple maintenant là, je n'exerce pas mon métier. Là où je prends mes positions, c'est sur X. C'est sur un compte où mes opinions n'engagent que moi. Et je le fais pour une bonne cause. Donc maintenant, là, ce ne sont plus les opinions de journalistes, mais les opinions d'un militant, d'un partisan. Je veux que les choses soient claires, Baëlenge. Là, il faut faire attention. À ce stade, à ce jour, je n'exerce dans aucun média. D'accord. Je ne suis engagé à aucun média. Je prends mes positions en tant que Baëlenge Irenge, citoyen congolais qui est en danger, braqué par le régime Tshisekedi. À ce stade, je suis obligé de faire de la fixation face à quelqu'un qui est en train de tuer la population. Quelqu'un qui est en train d'éliminer, de brimer la population, même toi-même, Perol Ouara. Tu es traqué. Combien de fois on a envoyé des gens pour t'éliminer, toi? Combien de complots ils ont fait pour te bannir? Et face à une telle personne, tu es en train de me demander de respecter la déontologie. Je te dis qu'à ce stade, je vous parle en tant que citoyen congolais qui est traqué, qui doit faire partir quelqu'un qui est en train de causer du mal au peuple congolais. Et je crois que les Congolais ne m'en tiendront pas rigueur, parce que je me bats pour la bonne cause. Alors, Baëlenge, vous vous battez pour une cause que vous considérez comme étant juste. Vous êtes un journaliste connu quand même dans le pays. Quand vous jetez un regard sur l'exercice du métier des journalistes, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que sommes-nous en train de stagner, d'avancer? Êtes-vous fiers, vous, qui avez été à l'école pour apprendre le journalisme? Aujourd'hui, on sait qu'il y a des blocs, il y a des camps. Il y a ceux qui se présentent comme les journalistes pro-tel, il y a ceux qui se présentent comme les journalistes de l'opposition, ceux qui disent être des journalistes des combats, ceux qui disent être des journalistes du pouvoir, ceux qui sont... Est-ce que vous êtes fiers de la manière dont vous, journalistes, la manière dont vos confrères au Congo exercent ce travail? Si on vous demandait de faire une sorte d'autopsie de ces métiers de journalistes dans le pays, ça sera quoi votre réponse? En tout cas, en tant que journaliste de formation, je vous dirais qu'au Congo, tout le monde, j'ai bien dit tout le monde, sans exception, n'est pas dans la norme. Mais je comprends. Je comprends parce que... Donc, quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire que les journalistes qui exercent, à l'heure où je parle au Congo, ne l'exercent pas conformément aux normes journalistiques. Ne l'exercent pas conformément aux normes journalistiques, conformément au code d'éthique et de la déontologie. Les journalistes, de manière générale, violent le code d'éthique et de la déontologie tous les jours en République démocratique du Congo. Simplement, à mon avis, parce que nous sommes dans un contexte particulier où le régime veut que tout le monde fasse sa volonté, que le journaliste traite l'information
à l'avantage du régime en place. Et à ce stade, à Kinshasa, je ne vois pas des journalistes qui, à ce jour, font leur travail convenablement. Il n'y a aucun journaliste professionnel à l'heure où je parle au Congo. Il n'y a aucun journaliste professionnel au Congo. Il n'y a aucun journaliste professionnel. Je pèse bien mes mots. Aucun journaliste professionnel. Regardez la caméra, ce que vous dites est grave. Hein? Baelengue, à l'heure où nous parlons avec vous, il n'y a aucun journaliste professionnel dans toute la République démocratique du Congo. Je répète, Perrault Louara, il n'y a aucun journaliste professionnel à l'heure où nous parlons en République démocratique du Congo. Mais il y a quoi? Il n'y a que le mouton noir. Tout le monde est mouton noir là-bas. Je poursuis. Je comprends aussi, en tant que chercheur en communication, que nous sommes dans un contexte particulier. Voilà pourquoi, ailleurs, on parle même de l'avant-gardisme. Ils sont tous aujourd'hui avant-gardistes. Les Passia Lingodi, les Peter Tiani, ceux qui se présentent comme de la presse, les Stani Boujakira, les Christian Lusakweno, les Jean-Marie Kassamba. N'en parlons pas, Lusakweno d'ailleurs, n'en parlons pas. On va en parler. C'est un journaliste acheté aujourd'hui par le régime qui ne le sait pas. Les Jean-Marie Kassamba, les Eric Wemba, les Gramik, les grands, tout ce monde, il n'y a aucun professionnel. Vous regardez la caméra, vous me dites, il n'y a aucun professionnel au Congo. Au Congo, à ce jour, il n'y a aucun confrère qui exerce les métiers sans violer les codes d'éthique et de déontologie. D'une manière ou d'une autre. Je te donne un exemple. Le code d'éthique et de déontologie interdit à un journaliste d'apparaître, j'ai bien dit d'apparaître, dans un spot d'un annonceur, par exemple. Christian Lusakwenu, sur son média, il apparaît presque dans beaucoup de spots de ces annonceurs. C'est interdit. S'il faut, parce que moi, je connais très bien le code d'éthique et de déontologie. J'ai été pendant longtemps secrétaire rapporteur de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc, j'étais là pour appliquer ce code-là. Je poursuis. Je vais vous donner des exemples clairs. Lorsque M. Christian Lusakwenu interroge le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici en Belgique. Mais M. Christian Lusakwenu, vous sentez qu'il prend parti. M. Christian Lusakwenu prend parti. M. Christian Lusakwenu va plus loin. M. Christian Lusakwenu annonce une plainte contre un confrère journaliste. Alors que un confrère, selon le code, ne s'attaque pas à un autre confrère. Ça s'appelle le manque de solidarité, c'est punissable. Israël Mutombo a été convoqué devant la commission des disciplines face à Yves Bouya parce qu'il avait porté plainte contre Yves Bouya. Mais Christian Lusakwenu annonce à la télé que voilà, il porte plainte contre le journaliste, il s'attaque à ses confrères. De l'autre côté, il y a des confrères qui s'attaquent à Christian Lusakwenu aussi. Tous sont dans la violation du code d'éthique et de la déontologie du journaliste. On retient que pour vous, il n'y a aucun journaliste professionnel à l'heure où on parle en République démocratique du Congo. Je vous dis qu'à ce stade, pour finir ce chapitre, à ce stade, je répète, il n'y a aucun journaliste qui respecte le code d'éthique. Même ceux qui se présentent comme des correspondants de la presse internationale, il y en a quand même... Ils sont tous, écoutez, d'une manière ou d'une autre, ils sont dans la violation du code de déontologie. Et j'ai dit que cela peut être justifié parce que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes face à un régime dictatorial. Et lorsqu'on est face à un régime dictatorial, le journaliste, en tant que leader d'opinion, se doit de jouer le rôle de premier plan. C'est-à-dire être l'interlocuteur entre la population et le pouvoir en place, faire pression. Ça veut dire relayer les désidérateurs de la population et aller même dans les cas extrêmes. Ce n'est pas interdit. Ne nous comparez pas à des pays qui sont déjà développés, qui ont évolué, qui ne sont pas dans la dictature. Vous n'allez pas comparer le Congo avec la France. Vous n'allez pas comparer le Congo avec la Belgique. Vous n'allez pas comparer ces pays-là.
Ici, il y a la liberté parce que le contexte est favorable. Mais au Congo, le contexte n'est pas favorable, Péro Louara. Merveille Bayelengue, vous avez œuvré pendant longtemps comme secrétaire rapporteur de la commission des disciplines de l'Union nationale de la presse du Congo. Je voudrais qu'il vous plaise de nous faire un peu quelques révélations sur la gestion de cette commission. On vous a accusé un peu de tout. On dit que vous receviez de l'argent, notamment avec François-Claude Kaboulou Mwanakaboulou, qui par après est devenu ministre des Sports. On dit que vous receviez des injonctions sur place pour sanctionner et même radier certains journalistes. Soit dit en passant, je suis très étonné d'être en face de secrétaire rapporteur d'une commission qui m'a radié. Je suis moi-même radié. Je me pose la question, comment la personne qui a fait lecture de ma radiation accepte d'être reçue par un journaliste radié par sa commission? Est-ce que vous fonctionnez selon les normes dans cette commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo? Péro Louara, je vais vous expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, je dois parler à cœur ouvert parce que le monde, la population congolaise a besoin de connaître la vérité, ce qui s'est passé réellement. Il faut savoir que la commission de discipline et des types professionnels de l'UNPC est composée de 12 juges. Nous sommes tous élus par nos pairs, donc dans un congrès. Le dernier congrès était organisé à Mwanda, financé par la première dame, la femme de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous élus là-bas comme des juges, des pairs. Nous sommes rentrés à Kinshasa et nous avons composé le bureau. Moi, j'ai été voté rapporteur, premièrement parce que j'étais le plus jeune et deuxièmement parce que je n'étais pas Kassaïen. Je vous rappelle que cette commission était composée à 80% des Kassaïens. Ils étaient tous les Bukassa, les Chiyoyo, les Bakandowa, tous des Kassaïens. Et il n'y avait que moi et Claude François Kaboulou, qui n'étions pas des Kassaïens, nous étions des Swahilophones. Sur les 12, environ 10 étaient du Kasaï. Étaient du Kasaï. Nous n'étions qu'à 2. Alors, on avait donné le poste de président à Joël Kadendanga, qui était Kassaïen, qui est Kassaïen, et le poste de vice-président à François Kaboulou. Un vrai mercenaire, celui-là. Ah ouais. Qui est Katangé, et puis moi, on avait donné par rapport à ma zone géographique pour le Kivu. Nous avons commencé, mais Joël Kadendanga, comme vous l'avez dit, avec ses bêtises, il a été en fait sanctionné parce que lui, en tant que président de la commission de discipline, il fait arrêter un journaliste, Patrick Local, alors que le tribunal des pairs est là justement pour traiter les cas litigieux et sanctionner, éviter en fait le côté pénal, éviter le pénal aux journalistes. Mais lui, en tant que président, il fait arrêter le journaliste Patrick Local. Il a été sanctionné par la commission des disciplines, suspendu de 6 mois, et toute suspension entraîne automatiquement la perte du mandat électif. Voilà pourquoi il a perdu les mandats, et Claude François Kaboulou Mwanakaboulou, en tant que vice-président, est devenu d'office président. Et moi, je suis resté rapporteur et vice-président. C'est comme ça que c'est dans ces circonstances que Kaboulou est devenu président. Mais moi, j'ai été déçu par Kaboulou. Kaboulou Mwanakaboulou. Très déçu. Je l'ai dit aujourd'hui. On dit de lui qu'il était cupide, qu'il était derrière l'argent, qu'il n'était pas sérieux dans l'exercice de son travail. On parle quand même du grand Kaboulou Mwanakaboulou, hein. Écoute, je pèse bien mes mots. Je vais vous expliquer. Écoutez, il faut savoir que une décision à la commission de discipline est prise après vote. Ça veut dire que même si tu es contre quelque chose, si la majorité des juges décide ainsi, tu es obligé de t'y soumettre. Au cas contraire, toi aussi, tu seras sanctionné. C'est par exemple ce qui s'est passé dans les cas Péro Louara. Il y a eu ce qu'il y a eu la vidéo, et chose grave qui m'avait fait très mal, avant qu'on ne convoque quelqu'un, il faut d'abord que nous organisions une plénière. Tout doit se décider à la plénière si oui ou non nous devons convoquer quelqu'un. Il y a soit respecter le 7 jours francs, c'est-à-dire 7 jours, les 7 jours francs, ou si c'est un cas de flagrance,
dans les 48 heures, mais il faut le justifier, l'indiquer dans l'invitation. Mais l'invitation convoqua Pero Louara, j'ai bien dit, a été faite au restaurant de la RTNC de développement, au cabinet du ministre Mouyaï. Donc c'est là-bas que vous êtes allé faire l'invitation pour convoquer le jeunesse Péroul. Les restaurants, là où il y a le studio Ndiaye, les musiciens connaissent très bien ces restaurants-là. J'étais au bureau. À l'époque, j'ai travaillé. Je faisais une émission chez mon grand frère Anissé Yomboranyama. J'étais au bureau en train de préparer mon émission. C'est le vieux Moïse Moussangana qui m'appelle d'abord. Mais toi, tu n'as pas vu la vidéo des Péro et tout. J'ai dit, la vidéo des Péro. Il me renvoie la vidéo. Lui, il était à la commission des formations professionnelles. Je regarde la vidéo. J'ai dit, oui, j'ai vu, mais écoutez, il faut attendre le jour de la plénière. Donc, 4 jours après, on va se réunir. Non, non, non. Il faut faire quelque chose. Il raccroche. Je vois l'appel de Kaboul au monde à Kaboul. Tu es où? J'ai dit, je suis au bureau. Où? J'ai dit à la RTNCD. Viens me suivre derrière au restaurant. J'arrive au restaurant. On me sort la vidéo de Pero Louara. On me dit, voilà ce qu'il a fait. Écoute, le ministre Mouyaya, j'ai bien dit, le ministre Mouyaya nous demande de convoquer Pero Louara demain ou après-demain, le plus vite que possible, et de prendre une décision qui s'impose. J'ai dit, mais président, nous devons convoquer la plénière. C'est à la plénière de décider la date de la convocation et établir les faits, les cas de flagrance pour convoquer Pero Louara. Il dit non, on le fait maintenant. Viens avec ta machine. J'ai emmené ma machine. Au restaurant. Pardon? L'invitation a été rédigée au restaurant là. J'ai écrit l'invitation au restaurant, cher Pero Louara. Je l'ai dit. Parce que j'étais obligé. C'est le président qui décide. Et il a reçu l'aval de tous les juges kassaïens. Je me suis retrouvé seul. Donc, si je dis non, et moi, on me sanctionne. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai écrit, j'ai imprimé. Il signe, il m'exige de signer. Je n'étais pas le président, je signe. Il prend l'invitation, il t'envoie par message. Tu te souviens de ce jour-là? Il t'a envoyé l'invitation par WhatsApp. Je vois. Tout moi, tu as rappelé. Je suis à Lubumbashi à l'époque. Tu as rappelé, tu as dit, mais président Kaboulo, je ne suis pas au pays. Il dit, je ne sais pas faire, en tout cas, la magie d'être là demain. J'étais là sur place. Écoute la bêtise. On m'appelle le soir, on me dit, écris la décision d'éradiation des Péro. J'ai dit, bon, je vais écrire la décision d'éradiation de quelqu'un, comment alors qu'on ne l'a pas encore jugé? On me dit, viens demain matin avec une décision, Radia Pero Louara déjà écrite. Donc j'ai été radié avant d'avoir été entendu, avant que la plénière s'est réunie sur tout ça. Tout était déjà décidé. Donc moi, on m'informe juste par ces amis kassaïens avec Kaboul. C'est mais qu'après que j'avais compris, avant je ne comprenais pas ce que Kaboul faisait, mais c'est après que j'ai compris que Kaboul était en train d'accomplir une mission parce qu'on lui avait promis quelque chose. Plus tard, il a été nommé ministre des Sports. Vous pensez que c'est le fait de m'avoir radié qui a fait de Kaboul au ministre des Sports? Non seulement vous avoir radié, mais également accompli d'autres missions que je vais t'expliquer si tu vas me donner le temps. Vous avez le temps, mon frère. Donc, nous t'avons invité, tu n'es pas venu, ce qui était normal, parce que tu n'étais plus au pays. Mais on me demande d'écrire la décision d'éradiation de Pero Louara avant même la plénière. J'étais obligé de le faire en tant que secrétaire rapporteur parce que si je ne le fais pas, c'est comme si j'ai en fait refusé d'obéir à tous les juges parce qu'il y avait un groupe WhatsApp et cela allait conduire directement à ma sanction et à ma perte de mon mandat électif. J'ai écrit, je suis venu avec la décision. Quand j'arrive, on dit, tu as amené la décision, ok. Donc là, il fallait juste corriger avec quelques stylos s'il y avait des petites erreurs de frappe, des petites fautes de frappe. Et puis après, rendre la décision le même jour et les communiquer. Le même jour. C'est monsieur Patrick Mouyaya qui téléguidait l'affaire. C'est lui qui était derrière la manette. Et chose grave, lorsqu'on termine, Kaboul va rendre compte et Mouyaya donne l'argent de vulgarisation de ta décision, de la décision des Péro. Vous imaginez?
Hein? Vous imaginez, ça veut dire les médias, il fallait payer les médias pour parler de la radiation des Perrault Louara. Je n'avais pas de choix. La décision a été faite. Alors, la deuxième fois, lorsque Mike Moukebaï et Daniel Safou sont passés chez mon ami Louis-France Kouzekissa, après l'émission, il y a eu ce qu'il y a eu, ça a créé un tollé grave. J'ai reçu encore un autre appel des mêmes personnes qui me demandent de convoquer Louis-France Kouzekissa et aussi d'écrire déjà la décision à partir de chez moi, de venir avec la décision de sa radiation avec moi. Parce que, comme on devait déjà arrêter Mike Moukebaï et Daniel Safou, il ne fallait pas des arrestations de trop. Ça veut dire radier Louis-France, c'est déjà lui donner une très bonne leçon. Alors, j'ai longuement réfléchi, j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, parce que ces gens, tout reste dans l'histoire. C'est resté dans l'histoire que moi, j'ai signé la radiation des Perrault Louara. Vous comprenez? Et signer encore la radiation d'un autre confrère, je ne suis pas là pour gâcher la vie de quelqu'un. Si on a besoin de les sanctionner, qu'on l'invite à la commission de discipline qui soit jugée, il faut respecter les droits de la défense et après prendre une décision. C'est là que j'avais pris mon téléphone, j'ai pris le courage, j'ai fait un tweet, j'ai démissionné. Vous vous souvenez de ma démission? J'ai démissionné et j'ai dénoncé que le complot est déjà fait. Il fallait radier tous les journalistes qui n'étaient pas en odeur de sainteté avec le régime Tshisekedi. C'est ce jour-là que je suis entré dans la liste noire. Donc j'ai été déjà sélectionné, on a commencé à me traquer, j'ai subi des injustices depuis l'époque, jusqu'au jour où je me suis en président Matata Ponyo pendant la période de la campagne électorale, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation. Alors, donc, on comprend bien que la commission était plutôt l'histoire des Bakandoa, les histoires des... Il n'y avait que les Chiyoyo. Bakandoa, Chiyoyo, Bukasa, hein, Ngalamouloumé. Ce sont les noms des juges, j'allais vérifier dans la décision. Il n'y avait que le Balouba à l'intérieur de cette commission. Les Ndanga, que des Balouba. Merveille Baïlengue, c'est quand même assez révélateur ce que vous dites et ça fait mal. En clair, on voit que l'Union nationale de la presse du Congo est contrôlée, gérée à l'extérieur de cette union, que son indépendance est remise en question. Mais là, on tend quand même vers un autre congrès. Est-ce que vous pensez que le nouveau congrès peut aider à remédier à la situation? Parce que là, vous avez des noms, notamment à la présidence, comme Jean-Marie Kassamba, Israël Mutombo, Christian Lusakweno. Vous pensez que c'est des candidatures valeureuses qui peuvent nous aider à nous améliorer et surtout à nous émanciper quand même de la trop présente, de la pleine présence de la politique au sein de l'Union? Écoutez, j'aimerais parler ici du cas, par exemple, de Christian Lusakweno. Christian Lusakweno ne mérite pas d'être président de l'Union nationale de la presse du Congo. Pour être président de l'UNPC, il faut avoir premièrement un grand cœur. Il faut être très large et il faut être proche des journalistes et la proximité. Christian Lusakweno n'a jamais participé dans les activités de l'Union nationale de la presse du Congo. Il n'a même pas la carte de l'UNPC, Christian Lusakweno. Christian Lusakweno fait partie des gens qui critiquaient à longueur de journée l'UNPC, qui nous insultaient de loin. Christian Lusakweno, il n'y a pas longtemps, il a menacé de faire arrêter les journalistes. Il a même confié l'affaire à un cabinet d'avocats. Et c'est le même Christian Lusakweno qui vient aujourd'hui dire qu'il est candidat président de l'UNPC, il ne faut pas se moquer des journalistes. Ce sont les mêmes journalistes que lui, il a appelé terroristes du clavier, qui vont voter, ne l'oubliez surtout pas. Christian Lusakweno aujourd'hui est avec Tshisekedi. C'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait que Christian Lusakweno travaille avec Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a roulé Joseph Kabila parce que Top Congo a été créé avec l'argent de Joseph Kabila. Vital Kamerhe est témoin. Il a été créé
Top Congo, ce média a été créé avec l'argent de Joseph Kabila, mais il a roulé Joseph Kabila et il est allé vers Tshisekedi. Aujourd'hui, Christian Lusakwenou est partout là où se rend Tshisekedi. Quand Tshisekedi veut faire une communication, il passe par Christian Lusakwenou. Lusakwenou, c'est un communicateur du pouvoir, c'est pas un journaliste indépendant. C'est un communicateur du pouvoir, il passe par Christian Lusakwenou alors qu'il y a la télévision nationale. Ça ne s'explique pas. Même Joseph Kabila à l'époque, on savait que Télé 50, c'était un média qui était créé par Joseph Kabila, mais pour faire passer le message, Joseph Kabila ne commençait pas par Télé 50, il faisait passer le message par la RTNC. Télé 50 relayé comme tous les autres médias. Tshisekedi ne sait pas différencier l'État congolais avec ses acquaintances privées. Et c'est ce qui est la cause du malheur des Congolais aujourd'hui. C'est ce qui explique ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, les désordres que nous vivons parce qu'il associe ses amis, ses copines, ses proches, ses anciens camarades de l'Europe, alors que le Congo a besoin de compétences. Le Congo, c'est un pays qui est par terre et le Congo a besoin des gens, des hommes et des femmes capables de travailler avec conscience. Mais dans les nominations, vous allez voir que ce sont les cousins de Tshisekedi, ce sont ses anciens amis de l'Europe. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila nommer un de ses frères dans un poste de responsabilité. Zoé Kabila et Jeannette Kabila étaient des simples députés. Mais aujourd'hui, vous avez des cousines de Tshisekedi dans le gouvernement, vous avez ses cousins au renseignement militaire et l'ANER, vous avez ses frères partout dans les entreprises publiques, ils sont partout. Et ils ne veulent pas qu'on dénonce. Le pays aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Pendant ces temps, le président est en Chine. Il y a eu ce qu'il y a eu, il n'a même pas fait... On va en parler. Finissons sur l'UNPC. Vous pensez que ce nouveau congrès qui arrive peut nous aider? Ça sera la dernière question pour qu'on rentre dans des dossiers politiques. Je pense que ce congrès peut aider si seulement le journaliste décide en toute liberté. Parce que je crains que Tshisekedi veuille imposer son candidat. Christian Lusakwenou aujourd'hui est envoyé par Tshisekedi et les services de renseignement. À titre d'information, si vous ne le savez pas, il est envoyé. Patrick Mouyaya de son côté, lui aussi, il veut en fait avoir le contrôle de l'UNPC. Et lui aussi a délégué quelques candidats. Donc lui aussi, il veut avoir le contrôle sur l'UNPC. Et Jean-Marie Kassamba, j'ai pitié de lui. Alors que c'est au moins le seul parmi ces candidats-là qui peut faire quelque chose. Pourquoi je dis cela? Kassamba est français de nationalité. C'est la même chose avec Christian Lusakwenou. Est-ce qu'on peut donner l'union à quelqu'un qui n'est pas... Jean-Marie Kassamba a été président sectionnaire de l'UNPC pendant 10 ans. Pour valider sa candidature, on tenait compte des problèmes de nationalité. Je vous rappelle que pour organiser les élections, qui a mis Kassamba à la tête de Kinshasa, je faisais partie de la commission de traitement des candidatures. Nous avons demandé à quiconque avait la preuve de la nationalité française de Jean-Marie Kassamba de nous l'apporter pour qu'on invalide sa candidature. Non mais Kassamba lui-même le dit, hein, il est allé voter Emmanuel Macron à l'ambassade de France au Congo, les images sont là. Les images sont là, chers confrères. Il faut apporter les preuves. Kassamba est français, il est fier de ça, il est dit à qui veut l'entendre. Hein. Autant Christian Lusakwenou est français aussi, il est dit à qui veut l'entendre. Donc Kassamba et Lusakwenou sont dans le même panier. Moi, en tout cas, je sais que Kassamba avait déposé sa candidature et on avait demandé aux journalistes de nous apporter la preuve de sa nationalité française. Personne ne l'a apporté. Donc, je sais qu'il n'est pas français. Donc, pour vous, les meilleurs candidats à ce poste, c'est Jean-Marie Kassamba? Ça n'engage que moi. Je pense que Kassamba a au moins dirigé. Il est proche des journalistes et quand un journaliste est arrêté, il va au parquet assister les journalistes. Mais Lusakwenou n'est jamais venu. Au contraire, il menace de faire arrêter les journalistes.
D'accord. Allez, madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est monsieur Merveille Baelengue, journaliste congolais qui vit actuellement en exil en Belgique. Il dit avoir fui le régime menaçant de monsieur Tshisekedi. Avec lui, nous faisons donc la lecture de l'actualité dans le pays. Alors, monsieur Baelengue, l'actualité dans le pays reste quand même dominée par ce massacre. N'ayons pas peur des mots, il faut l'appeler comme tel. Il y a 2 jours, des personnes ont été assassinées. J'ai lu un communiqué de Human Rights Watch qu'on attribue à Human Rights Watch qui parle des 1000 morts. Et j'ai vu la réaction du gouvernement qui conteste soi-disant ce rapport. Quelle est votre réflexion, votre analyse par rapport à ce qui s'est passé? Quelle est la réaction des Baelengue par rapport à ce carnage qu'on a vu il y a 2-3 jours à la prison centrale de Makala? Écoutez, notre ami Stanis Boujakera, il était en prison quand il est sorti. Il avait fait des révélations. Avec ce que Stanis avait dit, je l'avais dit comme lui aussi, que nous risquons de nous réveiller un beau matin et nous retrouver face à des morts en cascade. Ça, c'est un. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que je ne suis pas du tout d'accord avec l'hypothèse des tentatives d'évasion. Pour vous, ça n'a pas été une tentative d'évasion qui a amené à ce carnage? Non, mais écoutez. Nous connaissons très bien comment fonctionne le système politique en République démocratique du Congo. Vous savez que dans cette prison-là de Makala, il y a des généraux, des hauts gradés katangais qui sont arrêtés là-bas. Vous le savez. Vous savez que dans cette prison-là, il y a Jean-Marc Kabound. Il y a dans cette même prison-là, Mike Mukebai. Il y avait des gens comme des Modéron Timba et l'ancien ministre du Tourisme, mais ils ont été libérés peu avant ces événements. Ils se sont arrangés de libérer leurs hommes peu avant ces événements et ils se sont arrangés à ne pas envoyer quelqu'un comme Nicolas Kazadi dans cette prison parce qu'ils avaient un objectif. L'objectif ici était ou est d'éliminer tous les hauts gradés katangais, tous les généraux qui, pour eux, selon eux, sont encore de connivence avec Joseph Kabila parce qu'ils estiment aujourd'hui le régime Tshisekedi voit Joseph Kabila partout. Ils pensent que Joseph Kabila contrôle partout et la prison et l'armée et Corneille Nanga. Donc pour vous, ce qui s'est passé à Makala a été planifié. L'objectif était l'élimination des généraux katangais. Et l'élimination des généraux katangais et aussi l'élimination de certains prisonniers politiques, notamment Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai. Et il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé, c'est un crime contre l'humanité, au même titre que ce qui a été reproché à Jean-Pierre Bemba. Parce que dans cette prison de Makala, il y a des innocents, j'ai bien dit, il y a des innocents. Ça veut dire que des gens qui ne sont pas encore jugés, qui sont des présumés. Ils sont encore là parce que vous le savez bien qu'on envoie des gens à Makala sans être jugés. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans être jugés à Makala. Si on fait les statistiques, sur les 100%, nous pouvons avoir 80% des prisonniers qui ne sont pas jugés. Donc Tshisekedi a tué les innocents. Pour que les militaires tuent, il a fallu que l'ordre vienne de quelque part. Parce que lorsque les désordres arrivent, les militaires sont toujours en communication. Sûrement qu'ils ont, pas sûrement, mais ils ont passé le message à la hiérarchie et la hiérarchie a autorisé de tirer. La hiérarchie a autorisé de tirer. On a tiré sur les prisonniers, les innocents. Et ils se moquent de nous. Ils viennent, ils nous disent qu'il n'y a que 2 morts. Et puis après, le VPM de l'intérieur, avec un langage vraiment très... comment je peux appeler ça? Avec un langage
facile, il dit que voilà, je félicite les militaires et les policiers pour un grand travail. Donc, il félicite la police militaire d'avoir tué les innocents. Il nous parle d'un bilan provisoire de plus de 129. Alors que vous et moi savons que, avec les images qu'on a vues, il y a plus de 500 morts là-bas à Makala. Et le président de la République n'a fait aucune communication dans ce sens. Même pas pour dire que voilà, il est attristé, il présente ses sincères condoléances. Rien. Il est en Chine. Il est en Chine. Il travaille pour le pays. Nous apprenons qu'après la Chine, il ne va pas rentrer au Congo. Il va aller en Belgique. Après la Belgique, il va aller aux États-Unis. Donc, pour lui, il s'en fout. Et aujourd'hui, au moment où je te parle, l'ANER a débarqué à Makala. Ils ont pris 15 prisonniers. Ils les ont amenés sous prétexte que ce sont eux qui ont en fait occasionné tout ce qui est arrivé. Même si c'est le cas, quelqu'un qui est déjà à Makala, vous l'arrêtez encore et vous l'emmenez à l'ANER. Et dans tout ça, les autorités du pays ne sont pas responsables. Les ministres sectoriels ne sont pas responsables. Les responsables, ce sont ces prisonniers-là. Donc moi, je pense que la CPI a vu ce qui s'est passé. Le monde entier a vu. Les images existent aujourd'hui. Et M. Tshisekedi va répondre de ses actes. Il va aller à la CPI. Il comprendra que la vie est sacrée. La Constitution. Donc, vous appelez-vous à l'arrestation de M. Tshisekedi et à son transfèrement vers la CPI? J'appelle à l'arrestation de M. Félix Tshisekedi, à son transfèrement à la Cour pénale internationale. Il faut qu'on lance un mandat d'arrêt international contre M. Félix Tshisekedi. Parce que avant que l'on arrive à ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala, on a vu les images de Kolwezi, on a vu les images du Katanga. Comment les gens sont morts, comment on a donné l'ordre de tirer sur les citoyens. Vous tuez les Congolais. Dans l'est du pays, on a vu avec les Ouazalendo comment on les a tués, on les mettait dans des camions de militaires pour aller les jeter je ne sais où. Est-ce que nous sommes à l'époque de l'esclavage ou quoi? En plein 21e siècle. Et un régime pareil, vous voulez que nous, on applaudisse. On ne peut pas applaudir. Au pays, les confrères journalistes n'osent plus critiquer Tshisekedi comme ça. Par peur ou parce qu'ils sont achetés? Il y en a, on dit que Tshisekedi, via sa femme, Denise Nyakeru, a acheté un bon nombre quand même des journalistes à Kinshasa. Oui, je dis d'abord que c'est par peur. C'est par peur parce que Christian Dayuel a reçu l'ordre de la part de Tshisekedi d'arrêter tous les journalistes qui critiquent le régime, de créer des dossiers, de les arrêter, y compris les opposants. On a vu avec Seth Kikouni. On arrête Seth Kikouni. Pourquoi? Est-ce que Seth Kikouni mérite la prison? Seth Kikouni mérite d'être enlevé. Non, mais on dit qu'il a appelé à l'insurrection. Vous avez lu son dernier tweet. Hein, j'ai regardé, je l'ai trouvé. Écoutez, combien de Kassaïens ont fait des vidéos pour nous rappeler que c'est leur pouvoir, les Kassaïens. Leur pouvoir de Louba. Kabouya, combien de fois il a tenu des propos séparatistes? On n'a jamais interpellé Kabouya. Seth Kikouni s'est exprimé en tant qu'opposant politique. Et il a tout simplement fait les parallélismes entre ce que les Kassaïens disent et ce qui se passe sur le terrain. Je l'ai suivi avec Thierry Kambundi, si je ne me trompe pas, une vidéo comme ça où il s'exprimait. Écoutez, Tshisekedi ne supporte pas la contradiction. Il a constaté que Seth Kikouni commençait à monter. Seth Kikouni commençait en fait à dénoncer ce que beaucoup connaissent déjà mais n'ont pas le courage de le dire. Mais il fallait le calmer. Donc c'est quelque chose à ne pas applaudir. Et ça intervient combien? À
à un jour après le massacre de la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, aucun ministre n'a été interpellé. Tshisekedi n'a dit mot, il continue son tourisme en Chine et la population, et je vois certains Congolais le défendre. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais cela ne va pas nous décourager de continuer ce combat. On va faire ce combat. Je vais faire ce combat, je fais ce combat, pas d'abord en tant que journaliste, mais en tant que citoyen congolais qui est traqué et qui voit les siens brimés, traqués aussi. Je dois prendre le courage, en tant que leader d'opinion, de dénoncer le mal. Et le mal finit toujours par, le bien, allais-je dire, finit toujours par triompher. Allez, M. Bayelengue, on va quand même parler, dans ce contexte, vous voyez que des solutions sont proposées à gauche et à droite. Il y en a une proposée par M. Martin Fayulu Madidi qui appelle justement à un dialogue pour que nous allions vers une cohésion nationale au fin de sauver le pays qui chaque jour qui passe se met en miettes. J'ai lu vos tweets, je remarque que vous êtes parmi les plumes qui s'opposent à ces dialogues-là. Qu'est-ce qui vous dérange que les Congolais se retrouvent autour d'une même table? Écoutez, premièrement, c'est la personne qui appelle à la cohésion. Martin Fayulu. Il faut qu'on parle un peu de Martin Fayulu. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne disent pas la vérité à Martin Fayulu. Et ses partisans, ses proches de l'ECD sont devenus tellement intolérants qu'ils sont devenus même pires que les talibans. Souvenez-vous, pendant les élections, avant les élections même de 2023, de décembre 2023, l'opposition s'était mise ensemble. L'opposition avait lancé quelques mouvements de protestation. L'opposition se réunissait chez Moïse Katumbi. Nous allions tous dans des conférences de presse. Ils étaient tous soudés. Ils devaient se mettre d'accord sur une candidature commune parce qu'ils avaient compris que pour battre Tshisekedi, il fallait se mettre ensemble et ne pas éparpiller les voix. Ils sont tous allés ensemble et à la fin, Martin Fayulu décide de jouer en solo. On s'informe, on apprend que Martin Fayulu avait reçu. Je ne mets même pas ça au conditionnel. Martin Fayulu avait reçu 5 millions de dollars de Tshisekedi. Regardez ce que Martin Fayulu fait. Il fait une déclaration, il interdit à tous ses collaborateurs de postuler, d'être des candidats. Il interdit à tout le monde. Lui-même annonce qu'il ne sera pas candidat. Je me rappelle bien, à l'époque, j'étais dans l'équipe restreinte du président Matata. Ils ont supplié Martin Fayulu. Ils ont fait comprendre à Martin Fayulu que ce n'est pas une bonne idée. La politique de la chaise vide ne paye pas. Martin Fayulu a refusé. Il a commencé à attaquer les autres. Les opposants ont dit, bon, comme il ne veut pas, ce n'est pas grave. Continuons. À l'époque, le docteur Denis Mukwege aussi avait la dynamique de l'opposition. Ils sont allés en Afrique du Sud. Malgré que Martin Fayulu a refusé de participer, Martin Fayulu a quand même envoyé son délégué. Mais avec le but de s'aimer le désordre là-bas, de jouer les troubles fêtes. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ont joué les troubles fêtes là-bas et il est rentré, Martin Fayulu, c'est rebif. Après, il dit qu'il va aller aux élections, il postule comme président alors que tous ses proches n'ont pas déposé leur candidature. Le but, c'était de jouer les troubles fêtes, essayer de voler quelques voix, si je dois le dire ainsi, pour empêcher l'opposition d'être unie et de gagner. Donc, il a donné des béquilles à Tshisekedi. Il a donné une bonne raison à Tshisekedi de fabriquer les résultats et de dire que l'opposition était divisée, malgré que nous savons que c'est Moïse Katumbi qui avait gagné ces élections. C'est passé, nous avons oublié, il a continué son chemin. Et j'étais le premier à annoncer avant même que Martin Fayulu ne raconte cette histoire de cohésion. Que j'apprends que Martin Fayulu a accepté d'être premier ministre de Tshisekedi. Souvenez-vous, j'ai été insulté. J'ai vu même son collaborateur Kabunda, si c'est Kabunda, m'insulter, me traiter de tous les mots, m'appeler d'exilé.
alimentaire, machin, que je suis à la recherche des papiers, etc. Ça n'a pas traîné. 2 jours après, il annonce, il appelle à la cohésion nationale. Les CIDE et l'UDPS deviennent aujourd'hui des alliés stratégiques. L'UDPS défend aujourd'hui Martin Fayulu. Vous imaginez qui l'eût cru? L'UDPS défend Martin Fayulu. Prince Epeigne commence à faire ce que font les parlementaires debout pour aller mobiliser. Martin Fayulu se prononce ouvertement cohésion nationale. On a senti que Martin Fayulu a changé de langage parce qu'il a déjà les beefsteaks dans la bouche. Alors, c'est le même aujourd'hui qui accuse les autres, qui a accusé Matata hier, qui a accusé Katumbi hier, qui a refusé de rejoindre Katumbi lorsqu'il a appelé l'opposition à se réunir pour le choix d'un porte-parole. Aujourd'hui, c'est le même. Lui, il va d'ailleurs plus loin. Il dit que nous devons tous nous mettre autour d'une même table. Mais il est en train de parler de dialogue. Nous savons tous qu'au Congo, après chaque dialogue, il y a toujours le partage de pouvoir. Non, mais il a dit qu'il est hors de question. Hein. Vous l'avez suivi lors de son dernier discours. Il a dit qu'il est hors de question de se retrouver autour d'une même table pour partager les pouvoirs. Il n'est pas là pour le partage du pouvoir. Martin Fayulu raconte. Martin Fayulu veut donner des béquilles à Tshisekedi. Il a reçu l'argent de la part de Tshisekedi. Fayulu aujourd'hui, c'est un allié stratégique de Félix Tshisekedi. C'est lui qui a reçu comme mission de stabiliser, de donner des béquilles au pouvoir de Tshisekedi. Parce qu'on a promis à Fayulu la primature et Tshisekedi a menti à Fayulu qu'il va en fait l'aider à le remplacer après 2028. C'est ce que Tshisekedi a promis à Fayulu, si vous ne le savez pas. Voilà pourquoi il est motivé maintenant. Mais moi, je veux leur dire que le problème, ce n'est pas la cohésion. Avant de parler de cohésion, il faut qu'on sente d'abord de la bonne volonté de la part du pouvoir public. Ça, c'est un. Puis de deux, ce n'est pas Martin Fayulu qui doit appeler à la cohésion. Il n'est pas président de la République. C'est le président de la République qui constate la crise et qui appelle les autres autour d'une même table. La Constitution lui donne ce pouvoir-là. La Constitution ne donne pas à Martin Fayulu ce pouvoir. Ça ne donne pas à Martin Fayulu ce pouvoir. Martin Fayulu n'a pas été mandaté par le peuple congolais pour prendre de telles initiatives. C'est le président de la République qui est mandaté par le peuple congolais, qui a donc le pouvoir de le faire. Si Tshisekedi avait fait, tu pouvais comprendre. Et aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est lui qui disait hier qu'il est le président élu et que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Il écrit au même pouvoir de Tshisekedi pour demander l'autorisation de faire son activité là d'Indjili. Le même Martin Fayulu. Et le même Martin Fayulu félicite le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous imaginez? Il dit que Daniel Bumba fait du bon travail. Donc pour vous, Martin Fayulu est un allié de Tshisekedi. Ils sont ensemble, ils sont en train de leurrer le peuple. Écoutez, Martin Fayulu est allié, c'est l'allié stratégique de Tshisekedi. C'est Martin Fayulu qui a reçu la mission aujourd'hui de stabiliser le pouvoir de Tshisekedi, d'aider Tshisekedi à aller au-delà de 2028 parce qu'il n'a pas l'objectif d'organiser les élections en 2028. Non mais Bailenge, vous êtes contre le dialogue. Quelle solution proposez-vous? Là aussi le problème, parce que là, on est en train de stagner pratiquement, de nous embourber dans la guerre dans l'Est de la République. Il y a des assassinats à gauche et à droite. Fayulu dit, mettons-nous ensemble, décidons, réfléchissons autour du pays. Vous refusez. Vous voulez qu'on laisse les pays comme ça à l'abandon? Quelle est la stratégie, quelle est la solution que vous apportez pour que nous puissions nous en sortir finalement? À ce jour, il n'y a pas d'autre solution que de chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Quoi faisons? Non mais écoutez, la Constitution donne à la population ce pouvoir-là. Vous avez travaillé avec Matata, vous savez qu'il n'a pas la dynamique de la rue, il est incapable de demander au peuple de sortir. Ils ont accompagné Moïse Katumbi qui a soi-disant été volé lors de ces élections, mais ils ont été incapables de demander au peuple de protéger ces élections. Vous savez qu'aujourd'hui, la dynamique de la rue n'est plus avec cette opposition essoufflée à laquelle la population ne croit pratiquement pas. L'opposition composée des gens que vous avez cités là, le président Matata, le président Katumbi et autres, ont en fait
ce pouvoir-là en tant que leader d'opinion, d'appeler la population dans la rue. Mais là n'est pas le problème. Souvenez-vous de la révolution en Libye, en Égypte. Est-ce que c'était des politiciens qui ont appelé la population dans la rue? Congolais, beaucoup pensent que les Congolais ne sont pas dans ça. On dit que le Congolais, c'est un peuple qui n'est pas dans ça. On va continuer à nous embourber et attendez, la solution, vous parlez de la révolution, ça partira de comment? Vous soutenez des hommes politiques dont on sait qu'ils sont incapables d'avoir la dynamique de la rue avec eux. Nous en sortons comment? Je suis en train de vous dire que la Libye, l'Égypte et les pays que nous connaissons n'avaient pas besoin des politiciens pour chasser les dictateurs qui étaient au pouvoir. Et justement, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous, en tant que leaders d'opinion, nous essayons d'encourager la population. Nous essayons de faire comprendre à la population qu'ils ont le pouvoir de chasser Félix Tshisekedi parce qu'il ne mérite pas d'être président. Tshisekedi a fait plus de 6 ans au pouvoir. Tshisekedi a tout détruit. Nous, on pensait que Kabila était le démon. Kabila avait détruit le Congo. Mais on a compris que, écoutez, Kabila était 100 fois mieux que Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, rien ne marche. Vous êtes à Kinshasa, il n'y a plus de routes. Les routes que Kabila avait laissées sont aujourd'hui complètement détruites. Vous avez les gens qui meurent de faim, les fonctionnaires ne sont pas payés, le pouvoir public est en train d'assassiner, d'exterminer sa population. Et vous voulez qu'on applaudisse ces gens-là? Vous voulez qu'on applaudisse ces gens-là? Tshisekedi a échoué en tout, sur tout. Et l'unique façon de sauver le peuple congolais aujourd'hui, c'est de chasser Tshisekedi par la force. Et comme moi, je ne fais pas partie de ceux qui soutiennent l'opposition armée, je pense que la population peut le faire parce que la Constitution donne à la population ce pouvoir-là. Donc, Tshisekedi doit partir et je suis persuadé qu'il va partir. Mais à défaut de le faire, il faut faire tout, s'arranger à ce que Tshisekedi ne dépasse pas 2028. Et non seulement qu'il ne dépasse pas 2028, mais qu'il ne s'arrange pas à se faire remplacer par un de ses collaborateurs, un de ses proches. C'est ça le combat que nous devons faire. Parce que nous connaissons très bien nos politiciens, nos politiciens africains. S'il reçoit la pression et qu'il se sent obligé de partir, il va s'arranger à mettre quelqu'un qui va protéger ses intérêts. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Voilà pourquoi il faut continuer la lutte. Et nous continuons la lutte parce que nous voulons rentrer au pays. Et pour rentrer au pays, aujourd'hui, il faut que Tshisekedi ne soit pas là. Non seulement que Tshisekedi ne soit pas là, mais également tout son régime. Tous les régimes, donc tous ces gens qui travaillent avec lui là. Ils doivent tous partir. Sinon, on sera dans un cycle éternel. Les mêmes choses vont se reproduire. Et voilà. La situation n'aura pas changé. On va continuer à faire de l'opposition. Allez, Merveille Baelengue, 1h10 d'émission. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. On va peut-être terminer. Je vous donne la possibilité de clôturer cette émission. Il y a des confrères qui vous regardent à Kinshasa, il y a les Congolais qui vous regardent à Kinshasa. Si vous étiez demandé de conclure pour l'émission d'aujourd'hui, ça sera quoi votre mot pour que nous terminions cette émission? D'abord, pour les confrères qui me regardent à Kinshasa, je vais leur demander de faire un bon choix à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo. J'avais parlé tout à l'heure déjà Marie Kassamba, mais j'aimerais ne pas particulariser les cas. J'aimerais que les confrères soient responsables et qu'ils choisissent celui qui peut rassembler les journalistes, parce qu'aujourd'hui, les journalistes sont divisés. Divisés par qui? Par les acteurs politiques. J'aimerais aussi demander aux journalistes de bannir la peur, de dénoncer quand il faut dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la plupart de nos confrères ont peur de parler parce qu'ils sont menacés. Ils savent qu'ils peuvent faire la prison. Je sais que beaucoup ne peuvent plus quitter les pays parce qu'ils sont sur la liste noire, à la DGM partout. Mais je vais leur demander de bannir la peur. Parce que la peur ne libère pas.
Je vais aussi demander à la population congolaise de prendre son destin en main, de prendre le courage de chasser M. Félix Tshisekedi. Parce que l'Égypte l'a fait, la Libye l'a fait, la Tunisie l'a fait. Si ces pays-là l'ont fait, nous pouvons aussi. Parce que la Constitution donne le pouvoir à la population de prendre son destin en main. Donc voilà, et tout mon soutien également à tous les journalistes et acteurs politiques qui se retrouvent en exil. Je sais que l'exil n'est pas facile, mais... Kinshasa vous manque, hein? Kinshasa me manque, ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus à Kinshasa? Ouais, Kinshasa me manque. Qu'est-ce qui vous manque? Le ngoulou de Kapé, là-haut, les ntaba de Ngwasuma. Les ntaba de Nyango, ça me manque. Allez, Merveille Bayelenge, merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. À tout moment, on est disponible. On reste disponible pour CPL. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Merveille Bayelenge. Il est journaliste en République démocratique du Congo. Il vit actuellement en exil après avoir fui les menaces du pouvoir de monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je vous retrouve lors d'autres numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.